Bonjour à tous, bienvenue dans cette dégustation. Ça nous fait plaisir de passer ce moment avec vous. Vous voyez à l'écran qu'il y a plusieurs personnes. Vous avez, je ne sais pas comment est votre écran, mais plutôt en haut à gauche, Benoît, c'est écrit Benoît en dessous, voilà, qui est le vigneron. Juste en dessous, il y a Pascal. Bonjour Benoît. En dessous, il y a Pascal, qui fait coucou, qui lui est associé de la propriété et qui s'occupe notamment de toute la partie assemblage et commercialisation. Donc très impliqué dans le domaine. Et on a eu le plaisir aussi d'accueillir Wan Chun, qui est, voilà, Bonjour. Bonjour. qui est importateur des vins de Mon Plaisir en Chine, et notamment qui vient de commencer à organiser les premières dégustations post-confinement, parce que là-bas, ils ont commencé le déconfinement. Donc, ils ont fait une première dégustation avec des sommeliers et des restaurateurs, donc plutôt des professionnels, pour préparer la reprise de l'activité. Ce sera super intéressant d'avoir son avis à la fois sur la perception des vins, des Côtes-du-Rhône et de Mon Plaisir en Chine, mais également sur la situation. Ils ont quelques semaines d'avance sur nous par rapport au confinement. Bonsoir. Ok. Je vais peut-être du coup laisser Benoît se présenter par rapport à son histoire rapidement personnelle et surtout l'histoire du domaine, la création du domaine. Benoît, est-ce que tu peux nous parler de ça? Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour parler de Mon Plaisir. Je suis effectivement un jeune vigneron. L'histoire a commencé, je pense, il y a longtemps. La raison de ce changement professionnel qui est intervenu dès 2013 vient de plus loin. Dans la famille de maman, il y avait une propriété en Côte-de-Bourg que je n'ai pas connue, qui sont rendus à la guerre, mais sans doute que les gènes viennent de là. Et je m'étais bien transposé dans ce domaine dès mon enfance. Mais bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour. De Châtillon. Bienvenue Sabrina. Donc, j'ai décidé de sauter le pas en 2013 et je remercie Pascal d'être là aujourd'hui et de s'impliquer de plus en plus, je dois le dire, avec moi. 2013, ça faisait déjà plusieurs années, pas mal d'années que je suivais les cours que donnait Pascal, les cours de découverte des vins et de dégustation. Avant que je ne saute le pas. Donc, ça m'a aussi conforté dans ce projet. Donc, j'ai engagé ce saut et je l'ai fait assez rapidement pour le faire. Et en commençant par le terroir, ce qui m'a paru le plus important, l'objectif que j'avais, c'était de faire du bon vin et de faire plaisir aux personnes qui le goûteraient et à qui je le vendrais. Donc, je pensais et je pense toujours que l'élément premier, c'est le terroir. Le terroir est prédominant dans la capacité à à cultiver de beaux raisins qui eux-mêmes vont permettre de produire un bon vin. Alors, les procédures, évidemment, qu'on suit et les équipements que nous avons et les méthodes que nous employons sont aussi déterminantes, mais la première chose, c'est quand même le terroir. Donc, on aura une partie de la présentation qui concerne le terroir et c'est très bien. On a trouvé ce terroir à vin sobre, qui est une appellation encore un peu méconnue, qui commence à devenir plus publique. Qui est situé au pied des Alpes, au nord du mont Ventoux, en altitude, donc apportant des caractéristiques de fraîcheur sur les vins, qui est aujourd'hui de plus en plus déterminante du fait des changements climatiques que nous avons. Et donc l'acquisition de 8 hectares. Je me permets, Benoît, excuse-moi une seconde, je me permets juste de situer pour tout le monde qui ne connaît peut-être pas forcément l'appellation. Donc c'est un cru même, hein, tu disais l'appellation vin sobre. C'est une appellation effectivement, mais qui a le rang de cru au même titre que
des appellations plus connues que vous voyez peut-être avec ma souris, la Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, dans le Rhône du Sud, ça c'est des crus. Dans le Rhône Nord, on a les Côtes-Rôties, Hermitage, tout ça, ce sont des crus qui apparaissent. Hein. Et en fait, depuis une dizaine d'années maintenant, je pense. 12 ans. Combien? 12 ans. 12 ans, voilà, pardon. L'appellation vin sobre a obtenu le statut de cru parce que ces terroirs ont été jugés historiquement depuis longtemps et la qualité des vins a fait qu'ils ont été considérés comme étant, en termes de qualité, finalement assez similaires à ce qu'on peut trouver à Châteauneuf-du-Pape ou ailleurs. Et c'est ça qui fait que ça a obtenu le rang de cru. Donc ça se trouve ici, là, dans le sud des Côtes-du-Rhône. C'est à peu près à 1 heure, on va dire, d'Avignon. 1 heure au nord d'Avignon. 1 heure d'Avignon, oui. Voilà. C'est une belle région. Voilà, on a un petit zoom là, avec cette carte. Voilà, on voit vin sobre ici et pas loin d'autres appellations. Donc les crus sont avec des carrés rouges. Là, Gigondas, Vaqueras, c'est des crus que beaucoup connaissent. Vin sobre, c'est un peu moins connu, mais voilà, on voit ici. C'est dans une très belle région en altitude. Et c'est ça qui a fait que tu as choisi cet endroit parce que tu peux peut-être nous parler justement du terroir de vin sobre. Alors, ce qui est commun à cette région et qui est déterminant pour le terroir, on peut laisser juste la carte 30 secondes de plus, s'il te plaît. C'est que toute la zone qui est en couleur verte sur cette carte-là, c'est une zone de dépôt de limons et de cailloux qui ont été transportés par les torrents qui provenaient des Alpes. À l'époque tertiaire, il y a eu un gros réchauffement et la fonte des glaciers qui a provoqué donc ces coulées d'eau et ces dépôts. Et donc, on trouve ces galets roulés, puisque on les appelle comme ça, ces cailloux un peu ronds. Ces galets roulés, on les trouve à vin sobre à 500 mètres d'altitude, mais ce sont les mêmes qu'on trouve à Châteauneuf, plus bas, vers le Rhône. Peut-être illustrer les galets, ça ressemble à ça, les galets. Exactement. C'est ça. Donc, on est dans l'ancien lit de torrent, hein, dans l'ancien lit de dépôt glaciaire. Et c'est très drainant. Il faut aller chercher la nourriture et l'eau en profondeur. Donc les vignes sont très enracinées en profondeur et donc ça apporte beaucoup de caractère au raisin et au vin. On voit ici des photos vues de drone, prises par drone des vignes. Alors, ce qui est toujours désespérant quand on voit les photos prises par drone, c'est qu'on trouve qu'il y a beaucoup de manquants, il y a beaucoup de vignes qui manquent, ce qui est la vérité. En fait, la vigne a une durée de vie comme un humain, en fait, et au fur et à mesure des ans qui passent, il y a des vignes qui meurent, et donc en général, on ne les remplace pas tout de suite. On attend un peu que c'est une opération compliquée, surtout si on veut remplacer les vignes en laissant les anciennes. Le plus facile, c'est quand même de tout enlever d'un coup et de replanter des jeunes. Mais pour ce qui concerne notre domaine, notre décision, c'est de garder les anciens le plus possible. Donc, on replante au milieu des anciens, ce qui est assez compliqué. Mais ça apporte évidemment, ça garde le qualitatif qu'apportent les vieilles vignes. Donc là, vous voyez la Syrah, vous voyez une belle parcelle de 2 hectares qui est en haut à 500 mètres d'altitude. C'est ça qui est vraiment intéressant. On voit bien la différence d'altitude. Là, on voit qu'on est sur un plateau. Et c'est ça qu'on va chercher. Je pense que c'est ça qui a fait que vous avez craqué sur cette propriété, sur ce terroir. Un élément majeur également sur ce terroir, c'est il est à 500 mètres d'altitude et donc balayé par le Mistral très, très régulièrement, ce qui donne un très bon état sanitaire des raisins et très peu de passages, bien qu'on soit en bio ou en conversion sur ces parcelles. Voilà, il y a très peu de traitements qui sont faits. 3 l'an dernier, hein, c'est ça, Benoît? 4 l'an dernier. 4 l'an dernier. L'autre élément, c'est que en fait, toute cette zone-là était boisée il y a assez peu de temps auparavant. Et donc, les parcelles ont été constituées après arrachage des boisements et on a gardé des parcelles enclos pour la plupart.
une grande partie des encépagements se sont faits dans des zones protégées, donc par les bois, ce qui est encore un élément pour rajouter à ce que dit Pascal, c'est-à-dire la protection du vignoble qui est effectivement peu sensible aux épidémies. tout un écosystème qui fonctionne là-haut qui est très intéressant. Effectivement, ouais, ça permet d'avoir une biodiversité, de limiter la pression des maladies, mais ça a aussi un intérêt, je pense, tu peux peut-être élaborer là-dessus, sur la fraîcheur, parce qu'en fait, on est dans le sud de la France, il fait chaud, et le fait d'être à 500 mètres d'altitude, on a aussi plus de fraîcheur qui permet de compenser le caractère méditerranéen et assez chaud du climat. Avec un décalage, du coup, du cycle végétal à peu près de 15 jours par rapport en bas. Ouais. Alors, on a évidemment des cépages qui sont ceux du sud, hein, donc on a majoritairement du grenache, mais également de la syrah, du mourvèdre et du carignan, notamment pour les rouges, vionnier, marsanne, grenache blanc et pique-poule pour ce qui nous concerne pour les blancs. Mais on a cette fraîcheur qui permet de bien développer les caractéristiques de chacun de ces cépages en évitant la lourdeur qu'on peut trouver sur certaines productions de cette région-là. Alors, l'autre élément sur lequel il y a eu beaucoup de travail pour construire le domaine, c'est la partie à Valréas. Après avoir trouvé ce terroir et commencé à pouvoir déjà créé un premier millésime en 2015. Pour la petite histoire, j'ai passé mon bac professionnel vin et vigne en 2014 pour me rassurer d'une part et puis pour confirmer ma motivation à tout le monde d'autre part. Et j'avais un maître de stage, j'ai fait des stages tous les mois, une semaine par mois. J'ai fait ce stage à Orange, chez un vigneron qui est devenu un ami et qui m'a accueilli dans sa cuverie pour les premiers millésimes. Au début, c'était pour le premier millésime, et puis malheureusement, ça a duré quelques années, 3 années, avant que je ne puisse réaliser le premier millésime en 2018 dans la nouvelle cuverie dont on va voir quelques photos tout à l'heure. Et donc, alors, la nouvelle cuverie, là, tu en parles, peut-être on peut montrer les travaux. Oui. Sur la propriété, peut-être présenter la propriété, excusez-moi, je ne sais plus. Voilà, la propriété, quand on arrive, on a un environnement assez préservé, avec que des arbres tout autour, c'est ça qui est aussi intéressant. Ça, c'est les terroirs de Valréas. Voilà, donc on arrive à Valréas parce qu'on avait trouvé le terroir, c'est-à-dire les vignes, et il fallait également la maison. Donc j'avais l'ambition d'avoir une maison avec un peu de prestige pour associer la partie vin et la partie œnotourisme. Et donc j'ai sélectionné ce château Montplaisir, qui est une ancienne maison du XVIIe siècle, construite par une noble famille d'Avignon, et qui nous permet aujourd'hui, elle est rénovée et elle nous permet d'avoir une capacité d'accueil et de réception qui s'allie bien avec la production des vins qualitatifs que nous avons. En termes de réception. Le troisième facteur, c'est donc cette cuverie. Alors la cuverie, attends, je vais essayer de trouver les photos là. On n'a pas de photo de la cuverie? Si, c'est une des premières photos que tu as montrées de la maison. Ah, alors là, on voit la cuverie, effectivement. Voilà. Qui est en cours de construction. À gauche, vous avez la maison, et à droite, vous avez cette cuverie moderne qui est sortie de terre il y a 18 mois et qui est presque finie maintenant. L'étage, elle est enfoncée dans le safre. Le safre, c'est du sable très dur qui constitue la colline à laquelle elle est adossée, et elle est à moins 4 mètres, c'est-à-dire qu'on a creusé dans le safre pour la mettre en profondeur, bénéficier de la climatisation naturelle, et puis également pouvoir ramener par le haut du bâtiment les raisins de façon à vendanger
en gravitaire, sans utiliser de pompe, sans avoir à triturer le fruit, et donc à faire ça, de faire les choses le plus naturellement possible. Donc Voilà. le rez-de-chaussée, L'encaissement de la cave, c'est à la fois l'intérêt, c'est qu'on a une climatisation naturelle, et qu'en plus on a la possibilité de travailler en gravitaire, c'est-à-dire sans utiliser de pompe pour faire des manipulations, qui peut être un peu dommageable pour le vin. Peut-être voir aussi sur ce bâtiment, ce qui a été intelligent, je trouve, c'est que tu as annexé au bâtiment. Donc ça, c'est la maison avec la piscine et les chambres qui sont très bien décorées. Hein, c'est vraiment joli. Hein. Je vous invite, si vous avez la possibilité d'aller au domaine d'y séjourner. Vous pouvez faire des balades en vélo. Là, il y a pas mal de visiteurs qui passent des bons moments, on le voit. Voilà. C'est vrai. Vous êtes allée, Sabrina? Oui, on a eu une visite absolument géniale et on est monté sur la parcelle que j'ai cru reconnaître avec Benoît. Nous sommes montés à pied et je confirme, la pente est raide pour voir les fameux pieds de vigne. Et voilà, donc oui, je confirme, c'est un vrai plaisir. On est accueillis comme des rois et vraiment, Benoît et son épouse nous ont accueillis franchement superbement et on a tous un très très grand souvenir de ce passage. juste 2 mots pour présenter Sabrina. Sabrina est une cliente du début, il y a longtemps. Elle est venue. Mais je viens de m'en rendre compte en finale. Elle nous a J'avais pas découvert eu. à Oui, en fait, ça a Châtillon. été un coup de cœur à Châtillon. En fait, on a rencontré Benoît tout à fait par hasard au salon Vin et terroir organisé par le Rotary ou le Lions de Châtillon, je ne sais plus. Et en fait, moi, je fais partie d'une association d'œnologie, on fait des cours de dégustation, et j'étais présente avec une amie. Et en fait, on est juste tombé en pamoison devant une bouteille d'éclat qui était. On est resté sur les. On a juste flashé sur éclat. Ah, ben on peut peut-être la déguster du coup là, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont le vin blanc avec eux. Alors, j'ai même pas eu l'occasion de descendre à la cave pour remonter une bouteille et déguster avec vous. Donc, je vais vous regarder faire, alors que j'en ai plein la cave. Bon, ben, on va passer peut-être on va commencer et on reprendra la discussion sur la plantation du domaine après, mais peut-être commencer à déguster un peu les vins. Peut-être nous guider là-dessus, Pascal, sur la cuvée éclat. Comment elle est composée? On a parlé des vins blancs avec la fraîcheur qu'on a grâce à l'altitude. La particularité d'éclat, déjà, c'est son terroir, comme l'évoquait Benoît. C'est le cru vin sobre est classé cru uniquement pour les rouges. En ce qui nous concerne, Benoît est un grand amateur comme moi des vins blancs et on a pensé que le terroir là-haut était un terroir très particulier et assez exceptionnel pour cultiver du blanc. C'est la raison pour laquelle Benoît, un de ses premiers gestes, a été de faire un plantier de blanc qui en est à sa 3e feuille. Hein, on a pu vendanger cette année les premiers raisins. Et sinon, nous avons des banquettes de Vionnier et de Marsanne. Le Vionnier rentre à 80% sur cet assemblage. Le Vionnier, c'est un des 3 cépages qui va être le plus aromatique sur le fruit. Hein, on a le Gewürztraminer, le Vionnier, qui sont très, très, très aromatiques. Et pour calmer un petit peu l'exubérance de ce Vionnier, et notamment parce que nous sommes au sud, nous lui ajoutons 20% de Marsanne qui va sans doute se révéler sur la fin de bouche. Vous allez ressentir des amers pamplemoussés et ça calme un petit peu ce côté exubérant que pourrait avoir notamment au sud le Vionnier. Et on va essayer de travailler justement le Vionnier sur sa fraîcheur. Alors, le Vionnier, pour vous localiser, la grande appellation qui fait du Vionnier, c'est Condrieu, un petit peu plus au nord sur la côte du Rhône. Voilà, c'est un cépage qui porte beaucoup le fruit. Alors, on est sur des très faibles rendements. Si vous regardez un petit peu le vin, vous voyez qu'il est très, très huileux. Les rendements sont très faibles. On a vu le terroir assez austère en galets roulés sur le secteur.
et avec un joli éclat. Hein, on a beaucoup de brillance alors qu'on filtre peu les vins. Hein. Et sur le nez, vous avez, alors, je ne sais plus, c'était Sabrina, non, je ne sais plus, la dégustatrice, enfin la cliente qui était tombée amoureuse du domaine par son blanc. Vous voyez qu'il est très, très expressif. Et tout de suite, pour un vin du Sud, on note quand même qu'il n'y a pas d'alcool brûlant que pourrait porter ce type de vin. Et on est sur un vin assez frais sur le côté olfactif. Énormément de fruits. On est sur des fruits plutôt à chair blanche. On va évoquer également la pêche, hein, côté pêche de vigne. Un petit peu sur, si vous goûtez un petit peu le vin de 2018, on tourne un petit peu plus sur l'abricot. Et là, on a énormément de fraîcheur. Alors, pour la confidence, on a mis un petit peu nos premiers raisins, notamment de Picpoul, sur cette cuvée, mais retenez que c'est 80% de Viognier et 20% de Marsanne. Le Picpoul va donner un petit peu plus de tension, et pour ceux qui connaissent les vins, qu'on goûtait déjà 2018, qui goûtent aujourd'hui 2019, vous allez voir que 2019 est encore un petit peu plus tendu que 2018, tout en préservant bien sûr l'ensemble de ses arômes. C'est ce vers quoi Benoît et moi souhaitons aller, peut-être demain, peut-être Benoît, un deuxième blanc dans la tête de Benoît. Alors, donc le plantier a été réalisé en 2017, donc on est maintenant en 2020. On va avoir une première vendange. Ce sont des jeunes vignes encore, mais ça commence à devenir sérieux. Et moi, j'ai décidé de mettre 2 cépages pour compléter donc le Viognier et le Marsanne. Ces 2 cépages, c'est le Grenache blanc, qui est un cépage très traditionnel dans le secteur et qui va très très bien constituer le corps de nos vins blancs, mais aussi du Picpoul, qui est là plus surprenant parce que c'est un cépage qu'on trouve plus en Roussillon, plus vers l'ouest, et il y a très peu de Picpoul dans le secteur. Donc on m'a pris un peu pour un fada, mais voilà, je pense que ce que donnait comme argument Pascal est tout à fait réel, et le petit zeste de Picpoul qu'on a mis sur le 2019, on le sent déjà, et il apporte un petit peu plus de nervosité au vin. Ouais. Parce que là, il a été mis en bouteille récemment, ce 2019. Oui. On l'a mis en bouteille début mars. Moi, je suis très content parce que c'est la première fois que je le goûte, du coup. Voilà. J'avais goûté le 2018 récemment. Enfin, les dernières bouteilles de blanc que j'avais goûtées, c'était déjà il y avait beaucoup de fraîcheur, peut-être encore plus de rondeur. Là, je trouve qu'on gagne encore en fraîcheur, et c'est ça qui est très intéressant dans un domaine du sud comme ça. Parfois, le Viognier, ça peut donner des arômes de pêche. On a presque l'impression de sentir un savon aromatisé à la pêche, et parfois c'est trop fort. Le Viognier, c'est ce que tu disais, Pascal, c'est très aromatique, et parfois c'est trop fort et lourd et entêtant. Et là, c'est ça qui est très agréable. On a ces arômes de fruits blancs, de chair blanche, de la pêche, tout ça. Et il y a aussi beaucoup de fraîcheur avec des fruits un peu plus acidulés, de pamplemousse et tout ça. Et c'est ça que je trouve qui est très intéressant dans cet équilibre. Je ne sais pas ce que ressentent les autres qui goûtent. Je vois que qui goûte là Thomas, tu goûtes là Qu'est-ce que je goûte, oui. D'abord, 2019, c'est un vin très jeune, et déjà, je trouve qu'il y a une évolution, un peu d'évolution. Il y a ce côté un petit peu, effectivement, rond et charnu qui donne cet effet-là, peut-être. Ouais, toujours l'entrée de bouche très grasse. Ça se positionne bien en bouche, et après, il y a ce côté un petit peu de nervosité qui va être intéressant. Ça va donner de la verticalité à la dégustation. Ça va faire également beaucoup saliver sur la fin de bouche. Voilà. Et puis, comme tu le disais, ces fins amères pamplemoussées qui viennent rafraîchir cette fin de bouche encore et qui donnent de la persistance sur les arômes. Voilà. On a une belle histoire en bouche, il n'y a pas de marche, c'est très linéaire et assez vertical. C'est ce vers quoi on essaye d'aller. What do you think, Warren? Warren?
Misha, you like the wine? Very much, yeah. So it's very balanced, yeah. Easy to drink, very smooth, yeah. Not too much acidity. Yeah, I'm a big fan of Viognier generally, so yeah. Good. And we find it hard to find whites that we both agree on because she likes very floral whites and I like very buttery, oaky Chardonnays. So yeah, on Viognier, we found This is in between. middle ground. So yeah. On a déjà eu plusieurs récompenses sur ce vin de 2019. On a eu une médaille d'argent des vignerons indépendants. On a été sélectionné par le magazine Wein und Markt allemand comme parmi les 50 meilleurs Côtes-du-Rhône blancs. Et on a eu également une médaille d'or de China Awards. Super. Une question, il est vendu en Côte-du-Rhône, en appellation Côte-du-Rhône ou en vin de France du coup? Non, Côte-du-Rhône Village. D'accord, merci. Comme le disait Pascal, sur Vinsob, on n'a pas encore classé, on n'a pas encore fait la demande des blancs pour être en cru. Je pense qu'un jour ou l'autre, le dossier sera prêt pour faire cette demande. Mais donc, en absence d'appellation Vinsob, on est dans Côte-du-Rhône Village. On déclasse toujours en dessous. Voilà. Ok. Je parlais de Chine. Peut-être que c'est le moment, si je puis me permettre, Maxime, Bien sûr. de présenter. parlait de la Chine, parce que surtout que c'est des vins qui vont très bien avec les Chinoises. Peut-être, Wanchun, tu peux nous parler un petit peu De marché en Chine. Oui, bonjour tout le monde. J'ai rencontré Monsieur Chénion dans une foire professionnelle et après les sélections, donc, j'ai choisi ces vins parce qu'il y a la qualité et l'étiquette et le château et le savoir-faire, tout est présent. J'ai proposé le client et du coup, on a commencé le marché chinois il y a quelques mois. Et là, il y a Santica de l'appellation de Vallée du Rhône qui nous soutient pour faire tous les séries de promotion de marketing sur le marché en Chine, justement après le confinement. Donc, on a des masters semainières qui nous aident pour présenter les vins en même temps par rapport à tous les vins des grandes maisons comme Chapoutier et Cellier de Dauphin, qui est très connu. Donc, on a la chance de présenter le vin qui pourra nous aider pour le futur vente. Pour le moment, nous, on vendait une palette et dans le futur, au bout d'un an, moi, je prévois d'appuyer la vente environ 4 ou 5 palettes. Donc, c'est environ 4 ou 500 cartons de vin. Pour le moment, c'est le vin Valrias, le Côte-du-Rhône Village qui est présent en Chine. Mais la bouteille à expression, la cuvée à expression qui a été sélectionnée et dégustée plusieurs fois pendant le masterclass que vous voyez sur la photo là, et qui a eu de très bons retours parce que le Côte-du-Rhône aujourd'hui, ça change un peu les vins de Porto. Il y a une sucrosité résiduelle ressentie qui est très haut et du coup, c'est plus facile par rapport aux vins de Porto qui est un petit peu plus sur tanin et acidité. Et comme c'est peu connu par rapport aux consommateurs asiatiques ou chinois, du coup, c'est assez plaisant comme vin. Et moi, je souhaite de développer un peu plus aussi sur les autres cuvées, comme la cuvée à expression et Haut-Calais, que certains parmi vous qui connaissent. On va goûter. On va les goûter. Oui. Et là, cet événement, Wanchun, c'était quand cet événement? Alors, le premier événement, c'était mi-avril. Nous, on est sortis de confinement fin mars. Et du coup, ça nous a laissé un petit peu de temps pour digérer le risque et tout. Au début, le premier événement, c'était une classe
même pas moins de 10 personnes, enfin une dizaine de personnes. Et là, la photo, vous voyez, c'est le deuxième événement, donc c'est fin avril. Petit à petit, on souffle de plus en plus aux professionnels. Là, les personnes qui sont là, qui dégustent, c'est qui? C'est des professionnels, c'est des professionnels, les acheteurs pros qui travaillent dans la restauration et les hôtels. Il y a quelques cavistes aussi. D'accord. Et là, on voit un petit peu les autres domaines qui étaient présentés à cette dégustation. Il y a quelques grandes maisons, hein, Jaboulet, Chapeletier, Perrin. Au milieu de ça, vous avez dégusté la cuvée Expression 2018, qu'on peut peut-être goûter là d'ailleurs. Je voudrais juste finir sur le blanc. Pardon, vas-y. La température de service aussi est très importante. Ah oui. Voilà, pour ne pas freiner ou contracter le vin, il ne faut pas le servir glacé, il faut le servir frais, plutôt vers les 8 degrés jusqu'à 10 degrés. Voilà, mais surtout pas le mettre dans la glace ni voilà. On a une belle qualité de vin, on n'a pas besoin de le glacer pour qu'on trouve de la buvabilité. Au contraire, à belle température, sur la fraîcheur, il s'exprime davantage. Voilà, c'était simplement ce que je voulais finir sur. Oui, c'est vrai, la température de service, c'est toujours hyper important, on n'y prête pas trop attention. Voilà. Quand c'est un vin du Sud, on a tendance à glacer les vins du Sud. En ce qui nous concerne, on ne souhaite pas le faire. Pas nécessaire, c'est vrai. Et donc là, Expression, ce qui a été goûté du coup à cette dégustation. Vous voyez là les autres cuvées qui étaient présentées. Alors, peut-être Maxime, oui. Expliquer que au démarrage, donc, je souhaitais avoir 2 vins rouges de vin sobre, 2 profils différents, un profil Grenache, bien sûr, qui est le cépage majoritaire de la région sud, mais également, par goût personnel, un profil Syrah. Donc, finalement, la décision était de faire des vins assez balancés, mais marqués quand même par le cépage principal qu'on a attribué à chaque vin. Donc, on a dans notre gamme un vin qui s'appelle Expression, c'est celui qu'on goûte là en premier, qui est un vin plutôt Syrah, avec 60% de Syrah. Pascal va nous en parler en détail. Et puis un deuxième vin qu'on va goûter après, qui s'appelle Au Galet, qui lui est majoritairement Grenache. Alors, je vais être un petit peu en décalé avec vous, puisque moi, je m'occupe du développement du domaine sur la région parisienne, et ce vin a énormément de succès, et je n'en ai plus, même pas une pour moi. C'est vrai. Avec Expression 2017, mais je connais quand même très bien 2018 pour y avoir mis un petit peu les mains dans le raisin. On est quand même sur la même famille de vins. Hein. C'est 2 beaux millésimes qui expriment essentiellement les arômes de fruits de la Syrah. En fait, ce que l'on fait avec Benoît, c'est qu'on écarte toutes les Syrahs qui sont les plus expressives, vont aller sur cette cuvée qu'on va appeler Expression, et tous les grenaches noirs qui vont être les plus fins vont aller plutôt sur Au Galet. L'élevage va être différent également. On va travailler sur un élevage en demi-muit, c'est-à-dire double tonneau, 600 litres. C'est chez un grand tonnelier qui s'appelle Rousseau, en Bourgogne, qui a l'habitude de travailler avec les pinots noirs. On ne veut pas marquer nos vins sur le bois, donc on va travailler avec un tonnelier bourguignon. Et pour cette expression, on va le laisser 14 mois en demi-muit, et puis tandis qu'au Galet, on va attendre un petit peu plus longtemps puisqu'on va l'élever sur 2 ans. Donc, ce qui va être une attention aussi que souhaite Benoît, c'est avoir le boisé en complément de dégustation et pas devant le fruit. Donc, vous allez constater également, c'est la couleur. Hein. On peut regarder déjà, on a énormément d'anthocyanes, on est sur très faible rendement chez nous. On n'a jamais de souci de couleur, y compris sur notre côte du Rhône. Vous voyez, on a un très très joli grenat. Pour ce qui concerne, je suppose, votre 2018, vous avez encore de la violine présente. J'en ai presque sur le 2017, avec beaucoup une jolie glycérine également. On a vraiment de la densité sur ce vin.
Quels sont les rendements, s'il vous plaît, approximativement? On est proche de 20. On est proche de 20, mais on est assez régulièrement en dessous de 20. En dessous, ok. Alors, on est très content de cela. La banque, un petit peu moins. Oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Alors ça c'est dû. Est-ce qu'on est en ligne là? Oui, oui. Oui. Donc c'est dû à plusieurs facteurs, les rendements. C'est d'abord un choix. C'est sûr que c'est un choix du vigneron et de l'équipe de vinification. On limite les rendements et d'ailleurs le premier millésime 2015, j'ai fait une vendange en verre, c'est-à-dire que le nombre de grappes par pied étant trop important, j'ai mis à terre volontairement fin juillet, au moment après la véraison, c'est-à-dire quand les grains passent de la couleur verte à la couleur rouge, hein, qui est un moment crucial avant que la maturation ne commence. Eh bien, ça permet de voir, de compter les grappes, de voir visuellement les quantités de raisins par pied et donc de comprendre si on est en production importante ou pas. Et en 2015, on avait une très belle production, donc j'ai mis à pied, j'ai compté par grappe, ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, mais le résultat a été probant. Souvent, un tiers de la production possible, je l'ai mis à terre. Et donc c'est le propre du fait de la décision du vigneron, de ce qu'on veut faire en matière de vin. Après, il y a l'âge des vignes. Excuse-moi, Benoît, par rapport au rendement, il y a la réponse que tu as apportée, 20. En fait, Romain posait la question 20 à quelle unité? Et pour préciser, pas forcément, c'est 20 hectolitres, je pense, par hectare. Voilà, c'est ça. Ce qui est un niveau de rendement très très bas, parce que l'appellation autorise, je n'ai pas en tête, dans somme, peut-être 40 hectolitres. 38 hectolitres. 38, ouais. À la moitié du rendement maximum autorisé dans cette appellation vin sobre. On est plus élevé sur les Côtes-du-Rhône, mais voilà, vin sobre, c'est 38 hectolitres. C'est-à-dire que 20 hectolitres, ça fait à peu près 2600 bouteilles par hectare. Alors, voilà. Ce qui est bien, c'est que la moitié du rendement autorisé, potentiellement, on pourrait produire 2 fois plus. Mais c'est ça qui permet d'avoir cette concentration. Voilà, il y a un autre élément, c'est l'âge des vignes. Hein, on a des vignes qui sont vieilles. Les plus anciennes ont été plantées juste après la guerre, donc en 1945. C'est dire qu'elles ne sont pas jeunes. Et les rendements donc, sur vieilles vignes est beaucoup plus faible. C'est beaucoup plus qualitatif, mais évidemment, on n'a pas les volumes. Alors, ensuite, il y a d'autres éléments. Sur vin sobre, en général, les rendements ne sont pas élevés. Alors, on parle là de la partie haute de vin sobre. Vin sobre, il y a, comme dans toute appellation, le bas de l'appellation et le haut de l'appellation. Là, nous sommes sur le haut. Sur le bas de l'appellation, on est plus proche du côté de la rivière. Et donc là, c'est mieux irrigué. Et les rendements peuvent être beaucoup plus élevés. Mais en règle générale, du fait du terroir complexe, du fait de ces galets roulés, que les vignes doivent aller en profondeur, les rendements sont relativement faibles quand même. Donc tout ça cumulé explique pourquoi on est sur des rendements proches de 20 hectos par hectare. Il nous fait une très belle matière à travailler au départ, mais par contre le piège, c'est qu'à partir du moment où les vins sont très concentrés, ils peuvent être aussi très agressifs en bouche, avec beaucoup de matière, et toute la délicatesse va être dans le travail au chai, à l'élevage, de rendre, et je pense que vous l'avez tout de suite quand le vin rentre en bouche, on a cette rondeur, cette gourmandise. Bien sûr, après, il y a la nervosité, la puissance de la syrah qui arrive à partir du milieu de bouche, et puis qui va perdurer sur une fraîcheur. Le vin ne va absolument pas être brûlant dès l'entrée de bouche, mais également dans son cheminement en bouche. Et toute la difficulté et tout le travail qu'on a à faire, c'est de rendre très accessible cette matière qui est assez concentrée au départ et lui
de l'amener en caresse. Et ça, c'est tout le travail également et les choix qu'a fait Benoît, notamment la complicité avec le tonnelier aussi, et de travailler sur des gros volumes. On a parlé aussi, on va travailler aussi sur des cuves béton qui nous permettent de travailler la fraîcheur sur le vin avec un côté inerte. On va moins consommer également pour réfrigérer. Donc, il y a tout un tas de gestes, je dirais, pensées d'investissement qui vont faire ce type de produit. C'est vrai que ce qui est très agréable dans ce vin, et c'est ça qui m'avait beaucoup plu, la première fois qu'on s'est rencontrés, Benoît, on avait goûté le 2016. Et ensuite, les premiers vins qui ont été reçus par les investisseurs, c'était du 2017. Là, maintenant, vous passez au 2018, si je ne me trompe pas. Et en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'on a à la fois sur cette cuvée-là une belle matière soyeuse. On a quand même un vin qui est charnu, mais on a beaucoup de fraîcheur. C'est un très bel équilibre, je trouve, entre une matière charnue et beaucoup de fraîcheur. Surtout sur ce 2018, je trouve presque encore plus frais que le 2017. Peut-être qu'il est dans sa jeunesse aussi. C'est peut-être lié au millésime. Il ne va pas se réchauffer avec le temps, mais non, il va s'adoucir encore. Là, c'est très agréable parce qu'il n'est pas du tout lourd et trop puissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, vous l'avez dans le verre. Romain, Karine, vous avez du expression. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on dit en termes de fraîcheur et de toucher de bouche un petit peu soyeux? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Écoute, moi, j'ai senti bien les fruits rouges au départ. Parce que, beaucoup de fruits, ouais. Après, au niveau de la fraîcheur, ouais, j'ai bien senti que ça venait dans un deuxième temps. C'est vrai que la dégustation est assez longue. Le vin, ouais, il reste longtemps à différents niveaux d'effet dans la bouche. Ouais. C'est vrai. Mais c'est très bon, vraiment. Et je suis d'accord. Moi, je suis complètement novice, mais on sent vraiment les fruits. Ouais, c'est assez soyeux quand tu le reçois en bouche. Et après, beaucoup plus nerveux derrière. Presque un peu trop d'amertume en fin. Pour mon palais. C'est vrai que cette espèce de salinité, d'amertume, les amers, en fait, ça peut être vraiment quelque chose qu'on recherche parce que ça retend le vin, ça donne envie d'en reboire. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, dans la gastronomie, les amers sont très importants. Ouais. Et, voilà, on est sur une pièce de bœuf, il y aura du grillé, il y aura du jus qui sera travaillé à côté. Bien sûr, là, on les goûte comme des vins d'apéritif et on arrive à voilà, et on n'a pas énormément, ça ne sert pas de tanin, ça se boit déjà bien, mais imaginez bien sûr la viande, et je pense, et sur le vieillissement également de cette Syrah, on ira sur des viandes mijotées, c'est une merveille, voilà. Ouais. Bon, mais... on a pris du fromage là pour l'instant. Pas mal. Oui. C'est intéressant de voir cette notion d'amertume. Merci Karine, parce que la notion d'amertume, quand c'est léger comme ça, c'est justement quelque chose qu'on recherche. On recherche, oui. Alors, il y a un autre élément qui est important également pour ces vins et pour notre travail et notre philosophie, c'est le bio. Depuis le début, en étant bio, il n'y a même pas eu de discussion là-dessus. Enfin, c'est évident que on se lance à faire du vin jeune vigneron, mais avec un certain âge. Voilà, on ne va pas faire des trucs passables, on va faire des choses qualitatives et bio parce que c'est des choses que nous on boit et on veut boire de bonnes choses. Donc on s'est lancé dans le bio dès le départ. On est maintenant en fin de conversion. Donc le vin que vous buvez là est encore en conversion. C'est le prochain millésime qui sera labellisé bio. Mais ça veut dire que depuis 4 ans maintenant, on a des procédures bio. Ça veut dire qu'on a très peu d'entrants. Au niveau de la vigne, on traite qu'avec des produits évidemment naturels et autorisés, c'est-à-dire uniquement cuivre et soufre, mais avec des quantités très faibles et très peu de passages, comme le disait Pascal. Quand en moyenne
localement, on voit des gens qui traitent 10 ou 12 fois. Nous, on est à 3 ou 4 fois, hein, vous voyez, donc c'est très peu. Là, je n'ai pas encore traité. Cette année, je n'ai pas encore traité, alors qu'il y en a qui ont déjà traité 2 fois. Alors, il y a une dose de risque. Hein, dans le bio, vous savez, il y a une dose de risque. En fait, on gère le risque quand même. C'est-à-dire que si l'épidémie se propage, l'épidémie de mildiou, eh bien, on ne pourra pas l'arrêter. On n'a pas de produit autorisé pour l'arrêter. Donc, c'est ça le risque, c'est important. Et puis, ça influe aussi sur les rendements dont on parlait tout à l'heure. Mais ce que je veux dire au niveau de la dégustation, c'est qu'on sent beaucoup plus les fruits. On est en contact direct avec les fruits. Il n'y a plus rien, non seulement au niveau du raisin, mais au niveau du vin. Hein, on est sur des choses très naturelles. Ouais, c'est vrai qu'on le ressent, ça. Il y a quelque part une certaine pureté dans ce vin. On sent qu'on ne va pas avoir mal à la tête ou au ventre avec ce genre de vin. Tout de suite, on a une vraie pureté en bouche de fruits. Qu'est-ce que vous en pensez, Wan Chun, par rapport à la cuisine chinoise, au goût des Chinois? Vous disiez tout à l'heure que les vins de Bordeaux sont parfois... c'est les vins de Bordeaux qui sont les plus vendus en Chine, bien sûr. Ouais, ça c'est historique, ça. Ça peut changer. Ah oui, c'est pour ça. Et du coup, par rapport au goût des Chinois, qu'est-ce que vous en pensez sur ce profil de vin avec du fruit, un côté soyeux? Est-ce que c'est quelque chose que les ouais, c'est quelque chose qu'on recherche parce qu'il y a les vallées du Rhône, enfin les vins de vallée du Rhône, il y a la chaleur, donc les raisins, ils sont très mûrs. Le moment qu'on les vinifie, du coup, il y a comment dire, il y a ampleur dans la bouche et c'est plus agréable pour ceux qui connaissent peu au vin, en fait, aussi. Donc, c'est vrai que c'est très séducteur. C'est un vin qui est tout de suite séducteur. Moi, on a fait beaucoup de salons, en fait, où on a présenté les différents projets wine funding. On n'a jamais eu personne qui a dit j'aime pas ce vin. Quoi. Et tout le monde a dit c'est un vin qui est très séduisant, c'est un vin qui est très consensuel en fait, qui plaît beaucoup, qui est très très séduisant. Ça qui... Alors, si je peux me permettre, effectivement, moi je suis allée visiter Benoît, le domaine l'année dernière en famille, et dans ma famille, certaines personnes sont pas très très fans de rouge. C'est vrai que quand ils voient des vins très très colorés, d'entrée, dans leur tête, ça fait tanin, 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 et ils y vont du bout des lèvres. Et je crois que là, ils ont bien accroché parce que justement, c'était de la légèreté, c'était, comme vous disiez, quelque chose de facile à aborder. Et ça les amène vers des choses peut-être pas plus fortes, mais en tout cas, ça fait partie des vins qui peuvent réconcilier les gens qui ont un peu peur des rouges très, très, très colorés et très, avec beaucoup d'anthocyanes, comme vous disiez, et de les réconcilier en tout cas. C'est vrai que c'est un vin qui plaît, c'est un vin rouge pour amateurs de vin blanc finalement, qui va le reconvertir au vin rouge. Les amener gentiment au rouge. Brian, is it a middle ground wine again, this one? Oh, this was c'était magnifique. Yeah. So on reds we tend to align a lot more than on whites, but no, it's beautiful. So yeah, very well rounded. We have a nice cheese platter here to accompany it, but it will work equally well with a steak. So we're thinking of the rest of the bottle for a nice filet that we bought for dinner tomorrow. So. Alors, Maxime, si tu permets, je voudrais quand même présenter Eugénie. Ah, Eugénie, bien sûr. Ah oui. Voilà. Est-ce que vous la voyez là, derrière la bouteille? Voilà. Eugénie m'accompagne. Elle s'est associée évidemment très facilement à ce projet. Elle en fait entièrement partie. Elle assure une grande partie des responsabilités de développement, notamment sur toute la partie œnotourisme et accueil dans la maison. Et je le remercie beaucoup. Voilà. Mais elle est souvent dans les vignes aussi. C'est vrai que sur la partie œnotourisme, on n'a pas trop parlé de la partie œnotourisme. Peut-être, Eugénie, tu peux nous raconter ce que tu fais, les dégustations, les cours de cuisine, tout ça, d'accord, mes vins?
En fait, notre objectif est de créer des différents événements autour du vin, sur le thème du vin. Donc, on organise des accords mets vins comme des déjeuners ou dîners, où on cuisine avec des produits locaux. On a des fournisseurs, des petits producteurs locaux. Et on essaye de mettre, de choisir et de préparer des plats qui mettent en valeur aussi des vins. Et pour l'instant, on a accueilli pas mal de groupes des étrangers, surtout. Ici, sont des Estoniens. Et c'est un groupe qui ont fêté un anniversaire. Donc, on a organisé beaucoup de choses, dont un cours de cuisine. Et c'était un cours de cuisine provençale. Ils ont préparé plusieurs plats provençals et ils ont mangé tout le soir pour dîner. C'est ça. Eugénie, tu as passé une certification. Eugénie, tu as aussi passé une certification pour le vin. Oui, j'ai suivi un cours pour le diplôme niveau 2 et 3 de Wine and Spirit Education Trust. Donc, j'ai un diplôme 3 qui me permet d'apprécier et de parler aussi un peu plus de vin. Donc là, c'est une dimension qui va peut-être démarrer un peu plus tard, le tourisme, parce que là, en ce moment, j'imagine que c'est un petit peu à l'arrêt. Oui. C'est un moment spécial, mais... Oui, à nouveau, le tourisme. On a à la fois des perspectives de redémarrage des ventes de vin à l'export, notamment en Asie et en Chine. C'est pour ça qu'on est très heureux que les premiers événements là-bas aient lieu et que nos vins y soient présents. Et merci à Yang du soutien et des perspectives que tu nous présentes à ce propos. C'est avec plaisir. Merci. Et j'ai noté, on se voit après pour le contrat, hein, d'accord? Donc, 5 palettes. 5 palettes. Mais autrement, c'est vrai qu'en matière de confinement, les répercussions sur la partie hébergement, chambre d'hôte, activités au château sont en berne. On a des annulations qui ont commencé en mars, avril, mai, maintenant juin, et on commence même juillet à avoir des gens qui annulent. Mais sur août, par contre, ça a repris. Donc en août, on va être complet. Donc c'est bien. Et je pense que l'arrière-saison, septembre jusqu'à peut-être novembre, si le temps le permet, je pense que ça va être assez prometteur. Alors j'en profite, Benoît, pour te dire que si c'est possible, la finale du championnat de France de dégustation à l'aveugle va se dérouler à Châteauneuf le 4 juillet. Et peut-être qu'on a besoin de chambres. Ça sera possible. Donc j'y travaille. Ok. Et d'ailleurs, en parlant d'hébergement, alors nous sommes passés juste un après-midi, hein, mais Eugénie a eu la gentillesse de nous faire visiter les chambres d'hôtes et autres. Et c'est juste superbe. Et si je me rappelle bien, toute la décoration a été choisie par vous. Oui. En fait, on a baptisé chaque chambre d'un des vins. Du nom des vins. Et c'est vrai on a pris les coloris des étiquettes pour créer la décoration de chaque chambre. Donc pour ceux qui sont loin, effectivement, c'est un endroit très agréable.
où on est passé un peu rapidement, mais on a notre dernier mot. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez passer un petit week-end romantique dans ce bel endroit. C'est vraiment un endroit très très chouette, assez calme et isolé. Vous voyez, vous serez tranquille. On peut peut-être passer au vin suivant, au galet. Oui. Galet. Alors, au galet est la cuvée majeure du domaine. On va être sur, comme le disait Benoît tout à l'heure, 60% de grenache noir et 40% de syrah. On va isoler, comme je l'évoquais tout à l'heure, tous les grenaches noirs, les plus fins, les plus suaves. Cette cuvée va avoir le privilège de suivre 24 mois d'élevage, c'est-à-dire que quand on va vous présenter ce vin, il sera déjà sur un aboutissement de travail à long terme. On parlait tout à l'heure d'expression, qu'il y avait beaucoup d'expressions. Là, on va travailler la suavité, par contre, sur ce vin, toujours avec ses entrées de bouche sur la rondeur, gourmande, mais avec des notes plus complexes, avec un fruit qui va se mélanger sur des arômes de tabac, une persistance sans doute moins expressive, mais tout aussi longue, voire davantage en rétro-olfaction qu'expression. Avec le même matériel végétal, on va faire vraiment deux profils différents sur la bouche de ce vin. Alors, si ce qui est impressionnant, c'est qu'autant on était plutôt sur des fruits rouges sur l'expression. Là, on a vraiment des fruits noirs, c'est plus profond. Comme tu dis, on a des arômes de tabac. Moi, je sens aussi un petit peu de réglisse. Il y a beaucoup la réglisse dans ce vin. C'est un vin qui s'aère, en s'aérant, qui devient de plus en plus complexe, qui raconte des choses tout au cours du repas, je pense. Et c'est déjà une caresse olfactive, c'est déjà très fin, très enveloppé sur le… Alors, comme expression, on voit également qu'on a énormément de couleurs. Hein, on va parvenir sur la matière de nos vins. Intense. Énormément de suavité en entrée de bouche, c'est frais. Hein, voilà, c'est ce qui va dénoter. Enfin, il y a vraiment le terroir, comme le disait Benoît, nous encourage à travailler ainsi, mais on va toujours travailler sur la fraîcheur des vins. Et puis, regardez cette douceur qui va continuer sur cette rétro-olfaction également, qui va ramener encore des arômes un peu tabac, ces notes épicées, un petit peu plus épicées que sur expression. Voilà, on va être sur déjà une belle gastronomie, une belle assiette. Il va falloir travailler un jus sur nos viandes, puisqu'on est vraiment à ce stade de son évolution, on est vraiment sur des belles pièces de viande, plutôt, et penser à travailler les jus à côté. En termes de millésime, là, on est sur 2017. Donc, ce que vous conseillez, c'est de boire le 2017 au galet. Quand on boit le 2018 expression, il faut un décalage de millésime. Nous, les deux vins sont au service. Après, on fait des vins également pour la garde. Des notes de cuir vont se dévoiler un petit peu plus sur le côté syrah. Là, on va encore avoir un côté encore plus fin puisqu'on arrive encore à goûter quelques 2015. On a pratiquement plus dans la bibliothèque. Mais on voit que le vin s'améliore encore sur cette finesse, sur cette suavité. Voilà. Donc, deux subtilités différentes. Une plutôt effectivement sur expression sur un joli fruit, mais avec toujours ces entrées de bouche sur la rondeur, sur le fruit. Et puis, une suavité un petit peu plus importante sur au galet. Et puis, une histoire en bouche plus complexe qui va porter aussi demain des notes de cuir, de feuilles mortes. Voilà un petit peu l'esprit de nos vins. C'est également faire des vins qui sont dès la vente accessibles à la dégustation, mais également avec un potentiel de garde. Ouais, c'est vrai qu'ils sont dans leur jeunesse, ils sont très séduisants et on voit qu'ils ont un potentiel parce qu'il y a
Il y a une matière, il y a de l'acidité, il y a un équilibre vraiment qui est très, très agréable. Pas qui d'autre a le vin. Léonard, vous avez des vins avec vous? Oui, oui, non, Maxime, je suis là. J'ai de l'expression 2017. Ouais, c'est pour ça que j'ai ressouscrit une deuxième fois. C'est pour ce vin-là que j'avais trouvé très, très bon. Le haut galet, pour moi, il faudrait qu'il vieillisse encore un peu. Après, je ne sais pas ce qu'en pensent Pascal et Monsieur Chénion, mais pour moi, il faut qu'il ait encore au moins qu'il ait 3-4 ans, je pense. Il va s'exprimer plus, mieux, il va s'exprimer encore Oui, mieux. même plus, mais aujourd'hui, j'ai que du 2017, donc je peux. Oui. Je trouve, j'en ai bu qu'une bouteille pour l'instant. Je trouve les autres bouteilles que j'ai, je les ai mis dans ma cave et je vais attendre une année de plus, je pense souvent. C'est ça qui est intéressant. Minimum. Au galet 2016 ou au galet 2017? Alors, sur le premier, parce que moi je suis wine founder et j'ai souscrit 2 fois parce que j'ai trouvé les vins très bons. Donc, sur le premier, j'ai 2016, mais j'avais très peu de bouteilles parce que je n'avais pas souscrit pour beaucoup. Et après, j'ai plus de bouteilles 2017. Donc, j'ai bu pour l'instant qu'une 2016. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir également pour votre information, 2016, on avait encore des demi-9, ce qui n'est pas le cas sur 2017. Hein, donc, ce côté encore jeunesse peut-être sur le bois se révélait plus sur 2016, mais vous avez raison de les garder. Voilà, c'est un millésime qui va être très précieux dans le temps. D'accord. Et Pascal, par contre, expression, c'est vrai qu'il peut très bien se boire en apéritif et on peut le manger aussi bien avec de la charcuterie à l'apéritif qu'avec une pièce de bœuf, quoi. Je trouve. Hein. Alors, moi, il se fait que j'ai des amis écorces. Comme les Corses chassent un petit peu, quoi. Et voilà, on fait 2 profils de vin. Et il dit, mais avec ton galet, tu nous amuses. Amène ton expression. Voilà. Oui, mais bon, il a beau être à 14,5 en alcool, on ne sent pas du tout l'alcool, je trouve, par rapport à d'autres vins du Sud qui vont être comme vous à 14,5, 15, où malheureusement, on sent trop l'alcool et je ne les trouve pas bons, quoi. C'est tout le travail qu'on fait avec Benoît. Voilà, c'est difficile. Hein. On a la date. On évoquait tout à l'heure les vendanges. La date de vendange, la prise de décision de la date de vendange va être importante aussi, très importante chez nous. Et il y a du risque. Voilà. Pour vous dire, cette année, on était les premiers à rentrer dans les rangs des Syrah parce que pour nous, il y avait une maturité phénolique. Et donc, nous sommes rentrés les premiers sur la Syrah. Pourquoi attendre? On allait effectivement avoir des Syrahs plus compotés, ce n'est pas ce qu'on recherche. Par contre, pour nous, les grenaches noirs n'étaient pas suffisamment mûrs. Il y avait les sucres, mais la maturité phénolique, c'est-à-dire la maturité du raisin lui-même, nous aurait rendu des vins plus austères, alors qu'on veut travailler le grenache noir pour aller sur de la suavité. Et Benoît a pris la décision de ne pas vendanger tout de suite. C'est compliqué de ne pas vendanger tout de suite. Et puis, on peut avoir les orages. Et on était les derniers à rentrer dans les rangs sur les grenaches noirs. Donc, premier sur les Syrahs, dernier sur les grenaches noirs. Vous goûterez les vins, vous comparerez avec ce… Mais il y a des risques qui ont été pris et on est très fiers des jus qu'on a sortis. N'est-ce pas, Benoît? Alors, il y a un autre élément, oui, Pascal. C'est qu'on travaille par cépage et par parcelle. C'est-à-dire qu'on n'assemble pas nos raisins au départ pour faire le vin dès le départ. C'est-à-dire qu'on se donne la chance, l'opportunité, la possibilité de définir le vin finalement juste avant de le mettre en bouteille. Et c'est très important. Mais ça induit au niveau du travail de la cuverie, au niveau de l'organisation des vendanges, bien sûr, mais aussi au niveau du travail de la cuverie, puisqu'il faut, il faut traiter les raisins de façon indépendante au fur et à mesure qu'ils arrivent dans les vendanges, pour que chacun trouve sa cuve, trouve son demi-muit finalement, et que, in fine, ça se passe en général au début de l'année. Donc, on a eu une séance avec Pascal en janvier de cette année 2020 pour préparer l'assemblage et la mise en bouteille des nouveaux millésimes dont vous dégustez une partie là, qui a eu lieu donc la mise en bouteille début mars.
Donc, en fin janvier, on a dégusté, je ne sais plus, 30-40 échantillons qui venaient de nos différentes cuves, de nos différentes demi-muits. Et le fait d'avoir travaillé par cépage et par parcelle, d'avoir travaillé indépendamment tous ces raisins, nous a permis de créer vraiment des vins au profil que nous voulons et de pouvoir renouveler ces profils millésime après millésime. Bien. Et est-ce que vous savez, est-ce que typiquement dans la cuvée expression, c'est à peu près toujours les mêmes parcelles, et dans la cuvée au galet, c'est toujours les mêmes parcelles, ou est-ce que ça se décide au moment de l'assemblage, après élevage, ou est-ce que dès le début, quand les raisins arrivent, vous savez que ça va aller dans l'expression et ça va aller dans le galet? Oui, il y a des parcelles qui sont en général, qui sont de toute façon aussi liées aux appellations que nous avons, parce que les rouges de vin sobre, en général, on en fait, avec les raisins, on fait des vins sobres. On ne fait pas d'autres vins. Donc, ils iront soit sur expression, soit sur au galet. C'est cette décision qu'on prendra finalement après toute la procédure de vinification et d'élevage. Ce qui est très étonnant, très surprenant certaines fois, c'est la différence de réaction des tonneaux, des barriques que nous utilisons. Hein, là, actuellement, on a un parc de, je ne sais plus, une vingtaine de demi-muits, de chacun de 600 litres. Eh bien, le vin va goûter différemment dans chacune de ces barriques. Donc, il faut tenir compte aussi de ce facteur qui influe sur la décision finale. Alors, je me suis resservi et du coup, j'ai le premier nez alors que je viens de quitter le deuxième nez. Je trouve que c'est un vin qui évolue beaucoup au cours de la dégustation et avec l'aération. Il prend différentes facettes. Et c'est ça qui me dit que ce vin-là est très adapté pour le confinement, puisqu'on peut le boire sur 2-3 jours. Et il évolue. Il raconte une histoire différente chaque jour. Il évolue au cours du repas dans le verre, là, entre le moment où on l'a servi il y a une demi-heure, on a commencé à en parler, et maintenant, je trouve que c'est un vin qui a beaucoup évolué. Et ça m'est arrivé sur des vins notamment du sud de la Syrah, et en particulier avec les vins de mon plaisir. Là, pendant le confinement, comme on n'est que deux à boire dessus, on ne finit pas forcément une bouteille tous les jours. On boit raisonnablement. Et donc, du coup, on n'a aucun problème avec ces vins-là à les boire sur 2-3 jours. En fait, ils sont parfois même encore meilleurs. Ils ont une autre expression le lendemain de la dégustation, une fois qu'on les a laissés s'aérer un petit peu. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas obligé de finir les bouteilles ce soir, ne vous forcez pas. Vous pouvez très bien les garder sur 2-3 jours et ce sera encore meilleur. Peut-être vous commencez par finir les blancs, ensuite l'expression et puis le haut galet sans problème 3-4 jours. Oui, ce que je vous conseille, c'est que vous les mettez dans la porte du frigo. Voilà, vous les sortez 1 heure avant le service. Il faut penser à les sortir. Quand vous commencez à préparer à manger, vous sortez les vins. Et ils seront effectivement parfois meilleurs le lendemain que… Voilà, on a des vins qui sont sur la complexité. L'aération est très importante. Le carafage également, quand vous allez présenter les vins à table avec vos invités. Pensez à carafer nos vins. Voilà, ils s'expriment davantage. Exactement. C'est vrai que c'est bien que tu dises ça, Pascal, merci, parce que parfois les gens pensent que c'est criminel presque de mettre le vin rouge au réfrigérateur. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est… Ça les bloque. On l'explique pas tellement d'ailleurs, parce que le froid favorise la dissolution d'oxygène, c'est pas très clair. Mais moi, je suis d'accord. Avec un système très simple, on fait le vide dans la bouteille, on met la bouteille au frais et on se sert un verre de vin une demi-heure, 1 heure avant la dégustation. Ça, le vin attend de se réchauffer et ça permet de boire une bouteille sur 2-3 jours sans aucun problème, surtout sur des vins comme ça. Ce n'est pas possible sur tous les vins. Avec les vins comme ça qui ont un bon pourcentage de Syrah, du corps, on peut sans aucun problème les boire sur 3-4 jours. Alors, la température de service est importante également pour nos rouges. Voilà, sortie de cave, je dirais 15-16 degrés, c'est parfait. Voilà. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir le vin un petit peu trop froid parce que c'est plus facile de réchauffer un vin même
Si on trouve qu'il est un peu froid, on le met entre les mains comme ça et il se réchauffe très rapidement. Alors que s'il est trop chaud, de le refroidir, c'est très compliqué. Si vous ouvrez une bouteille également sur une table extérieure, pensez à le mettre à l'ombre aussi. Ne le laissez pas sur la table au soleil. Voilà. Exactement. C'est important. Ceux qui sont passés sur le haut galet, là, vous avez peut-être des réactions. Est-ce que vous sentez la différence au niveau du velouté par rapport à la cuvée précédente Expression? Micha, qu'est-ce que tu en penses là? Oh, le verre est vide, je vois. Oui, le verre de Micha est vide, malheureusement. Micha, ton verre est vide. C'était bon? Tu peux répondre en français, Micha. Micha parle couramment français, mais il ne va pas être timide ce soir. Il parle couramment français. Non, je comprends tout, mais je parle en anglais parce que ma femme ne parle pas en français. Mais elle apprend. Bronwyn apprend le français. C'est super. Qu'est-ce que tu penses de Expression par rapport au galet, Micha? Quel est le vin que tu as préféré? Pour nous, Expression. C'était plus intéressant, c'était plus. Pour nous, il y avait plus de caractère. Mais en fait, au galet aussi, c'est pour. Il vient de dire que on va sûrement finir ça aujourd'hui, l'expression, mais au galet, on va garder parce qu'on le boire avec une filet de viande demain soir. Très bien. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'il vaut mieux boire d'abord Expression et au galet va se révéler demain, après-demain, etc. Et vous allez voir qu'il va être très, très agréable. J'ai une question pour Benoît ou Pascal. Entre ces deux vins rouges, ces deux cuvées, quand on réfléchit à ce qui est quelque chose qui est important, parce que là, on est tous en train de boire sans rien, on ne mange rien. Quand vous réfléchissez aux accords mets et vins, si vous deviez accorder Expression et au galet avec un plat, un seul, et que vous devez différencier, comment vous accorderiez chaque cuvée? Avec quoi? En termes de plat, en termes de je sais pas, d'arôme, de saveur, d'épices. Alors, moi, je veux bien répondre, puis après, Pascal va répondre aussi. On aura deux réponses. Si on aime bien la table. On aura deux avis différents. Oui, peut-être. En tout cas, je pense que Expression est magnifique à table. Magnifique à table avec de la viande, une côte de bœuf, ou un plat même cuisiné en viande. Plutôt rôti et grillé, viande plutôt rôti et grillé. Aujourd'hui. Grillé, un agneau rôti, c'est parfait. Ah, l'agneau, c'est super. Voilà. Donc là, on est d'accord, Pascal. Sur au galet, mon opinion, j'aime bien au galet assis dans un fauteuil en dégustation. Je trouve que ce vin a une finesse et une complexité qui mérite de déguster seul. Enfin, seul, je veux dire le vin seul. Il faut le partager, ce vin-là, mais le boire dans un fauteuil et découvrir au fur et à mesure la complexité qu'on y trouve. D'abord, on est sur les fruits de la Syrah, un peu confits, peut-être pas sur le 17, mais sur le 16, on le sent bien. Et puis, il y a le grenache qui arrive, chocolat, mocha, réglisse, tabac, les épices. Et tout ça s'exprime. Et voilà. Et donc, à table, si on le met à table, on peut le mettre à table. Mais je laisse Pascal là trouver avec à quoi l'associer. Alors, je suis complètement d'accord sur la Syrah. C'est exactement le bel accord aujourd'hui. Demain, on ira plutôt même sur des viandes un petit peu plus puissantes que de chasse, voire de cuisine de viande mijotée. La grande différence pour les deux cuvées, si on ira toujours sur la viande rouge, et voilà, on sera sur un tourneau et on aura travaillé un jus à côté. Et quand je dis travailler un jus, c'est-à-dire qu'on pendant 2 heures, 3 heures, on a fait mijoter ce jus. Et sur cette viande tendre, tout à fait suave, plus son jus et au galet, ça vaut ton cuir aussi au coin de la cheminée. Bon, on attend votre invitation, Pascal.
Une fois le confinement terminé. Et ma deuxième question, plutôt pour Benoît cette fois-ci, ou Pascal aussi, mais bon, on a vécu 2 mois. Moi, j'habite à Londres, mes amis Micha et Brown aussi. On a vécu 2 mois un petit peu surréels, un peu invraisemblables, avec une crise sanitaire évidente, mais aussi une crise psychologique en raison de cette crise sanitaire, mais aussi parce qu'il va y avoir malheureusement une crise économique en Europe et dans le monde entier qui durera, je ne sais pas, entre 6 et 12, 18 mois. Comment vous, en tant que, non pas le vigneron passionné, mais aussi l'entrepreneur, vous voyez le reste de l'année s'écouler, d'abord vos stocks actuels, mais aussi la récolte à venir. Est-ce que vous allez vendanger et produire autant que l'année dernière, si les conditions météorologiques le permettent? Et comment vous voyez aussi le consommateur final évoluer? Là, on fait ces testings, ces dégustations ensemble, c'est sympathique, mais comment vous voyez vos clients aussi dans le trade, les restaurants, voilà. Alors, beaucoup de points importants soulevés là. Comme pour tout le monde, ça a été un choc. Il faut savoir que la saison du printemps, là, entre mars et mai, c'est la saison quasiment la plus active de l'année pour nous, pour les ventes. C'est-à-dire que c'est le moment où les gens refont leur stock, découvrent les nouveaux millésimes, les cavistes achètent, les restaurants font leur carte de vin et les salons des vins ont lieu pour tout le reste de l'année jusqu'à approvisionner les fêtes de fin d'année. Donc, c'est la deuxième partie qui démarre fin octobre, novembre. Et donc, tout d'un coup, tout ça est annulé. Du jour au lendemain, quasiment, plus de foires au vin, plus de cavistes qui ferment, plus de restaurants, plus d'exportateurs, plus de perspectives en Chine et ailleurs. Et donc, c'est d'abord un état de choc, franchement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Coup de bol, on a mis en bouteille début mars. On a mis en bouteille 1 an de production. C'était réfléchi. On savait pas. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on a. D'habitude, on fait 2 mises. On en fait une à la sortie de l'hiver et une l'été. Et on a pris l'option cette année, pour avoir discuté assez longuement avec Benoît, de faire qu'une seule mise. On ne savait pas ce qui allait nous arriver, mais c'était un bon choix. Bravo. Bon, en tout cas, ça nous permet de. Enfin, c'était compliqué pour Benoît. Oui, ça nous permet d'être serein au niveau de notre disponibilité en produits que nous pouvons vendre. Donc, ça, c'est formidable. Nos cuves sont vides. Et nos cuves sont vides. Les cuves sont vides. Et si on avait voulu mettre en bouteille pendant ce confinement, ce n'était pas possible. Pas possible. Donc, pour des raisons de sécurité et d'interdit, on fait appel à un sous-traitant qui a des équipes d'une dizaine de personnes et il n'opère plus depuis un certain temps. Donc, on était bloqué. Donc, ça, c'est un coup de bol, c'est tant mieux. Et du coup, on est reparti sur le socle. Et le socle, c'est quoi? C'est notre fichier client. Notre fichier client, c'est Sabrina, c'est des personnes qui nous connaissent, qui connaissent nos vins, qui ont goûté nos vins, qui les aiment, qui les ont aimés, qui sont peut-être prêts à continuer, à nous aider et à acheter du vin, quoi. Donc, on a mis au point avec un autre de nos actionnaires qui est plus dans la partie marketing, on a mis au point une promotion et on est allé vendre nos vins alors sur Internet. Et puis, on avait, grâce à l'application importante de Pascal, qui est située en région parisienne, on avait mis en place un stock tampon chez lui
dans les Yvelines, ce qui fait qu'on a pu également organiser dans la région parisienne, sur la partie ouest de la région parisienne, une vente de proximité et une livraison de proximité qui nous a beaucoup aidé, qui était très importante dans cette période. Voilà. Et sur la question que s'est posée Benoît, on vendange ou on vendange pas cette année, on vendange. N'est-ce pas, Benoît? Alors ça, c'est l'autre point que vous avez soulevé, qui est un point très important, parce que dans les commentaires que j'ai entendus sur ce qui se passe dans la région au niveau des vignerons, c'est un choc partagé, évidemment. Et donc, la réaction de chacun, ça a été de couper les robinets. On a coupé les dépenses. N'ayant plus de vente en perspective, on a dit, bon, ben, on va commencer par couper les frais, couper les coûts. Donc, on a supprimé certaines dépenses qui étaient prévues, comme des arrachages et des replantations. Et puis, c'est posé la question du millésime à venir. Est-ce qu'on va vendanger ce millésime ou est-ce qu'on va le mettre de côté, puisqu'on a un stock du millésime précédent qui est à vendre, qu'on n'arrive pas à vendre. La majorité des vignerons ont des stocks énormes aujourd'hui et n'arrivent pas encore à se mettre sur le marché. Et donc, il y a un certain nombre de vignerons, c'est la pique que fait Pascal, c'est que je lui ai dit à un moment donné, on ne va pas vendanger. Et il m'a dit, mais tu n'y penses pas, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de vignerons, de maisons, de domaines. Peut-être une partie des coopératives auront ce problème encore plus aigu dans leur système à eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les cuves sont pleines, comme tu disais, les cuves sont pleines. Comment faire? Ça va être compliqué cette année, très compliqué. Et donc, quel soutien vous avez du… Oh, pardon, Sabrina, je vous en prie. Désolée, merci. En clair, si je comprends bien, Benoît, ça veut dire on laisse le raisin tomber de la vigne, quoi. On ne va pas le faire cette année, comme Pascal le dit. Nous, on va non, mais quand tu dis ne pas vendanger, c'est bien ce qui se… Oui. Alors, c'est-à-dire qu'on laisse le raisin pourrir sur la vigne. C'est ça. Alors, si on s'appelle Beaucastel, je ne sais pas ce que Beaucastel va faire, mais je prends l'exemple, et qu'on veut pas, on passe le millésime, effectivement, on fait les vendanges en verre. Hein, c'est-à-dire fin juillet, on vendange et on met ça à terre. Ça doit être un crève-cœur pour un vigneron de faire une chose pareille. Un crève-cœur, c'est dramatique, mais voilà, il vaut mieux ça que d'avoir apporté des coûts, de devoir acheter des cuves. Agrandir le gouffre, ben oui. C'est un gouffre financier. Donc, ça peut être cette décision-là, ça ne sera pas la nôtre, mais ça peut être ça. Et je faisais allusion aux coopératives, parce que les coopératives, c'est des gros volumes. Et il se peut qu'ils aient soit à faire à des négociants ou à des ventes de vrac un peu forcées, soit à devoir réduire les volumes, ce qui va être un problème financier très important. Et aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a des discussions très pointues qui ont lieu pour éventuellement distiller, avoir des droits de distillation qui sont gérés par l'Europe, pour une partie des volumes qu'on a en stock dans les coopératives puissent être écoulés de cette façon-là. On a besoin de gel hydroalcoolique et ça a été cité, ça. Oui, absolument. On n'y pense pas, les gens n'y pensent pas, mais c'est vrai que quand on va visiter des vignerons, ça arrive des fois sur les questions. Et effectivement, on apprend tout à fait par hasard et on est surpris d'apprendre que l'alcool qu'on trouve dans les pharmacies vient aussi du vin et du raisin qui n'a pas été traité de la même manière. Ah non, mais on a quand même que le vin est aussi une solution alcoolique. Le vin contient 85% d'eau et 4% d'alcool. Donc, c'est aussi une solution hydroalcoolique. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent même pas que l'alcool pharmaceutique qu'ils utilisent ou le gel hydroalcoolique vient
d'une partie des vins qui a été distillé, enfin des vins, du raisin qui a été distillé. C'est vrai que c'est possible. Du raisin ou les mares de pression. Hein. Nous, les mares, oui. On amène les mares de pression à la distillerie. C'est une obligation légale. Hein. Oui, oui, c'est vrai qu'au niveau administratif, vous êtes bien servi. Parfait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions peut-être sur la partie commerciale. C'est vrai que c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, Thomas, effectivement, un domaine viticole, c'est non seulement des terroirs, des raisins, des vins, mais c'est aussi une entreprise. Et une entreprise, elle doit vendre ses produits. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge. Alors, donc sur le court terme, donc on a organisé ces promotions là, qui ont, avec l'appui de Pascal, ont bien marché. Sur le moyen terme, c'est-à-dire sur la sortie de confinement, hein, sur l'été et surtout l'automne, les marchés qui démarrent, c'est la Chine et l'Asie. Hein, c'est là que les choses vont être importantes et d'où les espoirs que nous mettons sur les dégustations, les premiers événements qui sont organisés par Interrhône, avec Interrhône en Chine, avec nos vins, et grâce à l'appui que nous donne Yang. Et j'ai sollicité également la région PACA, parce que nous sommes un peu plus, pour avoir une subvention pour partir en prospection dans les autres pays d'Asie, les autres pays qui vont démarrer avant les premiers, hein, de façon à placer nos vins, à faire découvrir nos vins dans ces autres marchés également, à partir de novembre et décembre prochain. C'est vrai que c'est des vins qui devraient plaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Wan Chun. En Asie, est-ce que le profil des vins dans les différents pays devrait plaire? Si, il y a une gamme de clientèle qui colle à ce type de profil. Hein. Moi, éventuellement, je travaille sur ce cam, moi je l'appelle moyen cam. Donc, ce n'est pas les ventes de l'entrée de cam et ce n'est pas de haut de cam et c'est accessible à certaines personnes. C'est des clientèles fidèles parce qu'il y a la qualité derrière qui assure. Mais d'autrement dit, il faut appuyer un peu il faut faire des événements un peu marketing pour faire connaître. Comme Château Mon Plaisir, c'est vraiment, on a commencé il y a quelques mois seulement. Du coup, il faut un petit peu de temps pour entrer dans le marché. Il faut faire les événements, il faut les faire goûter, de connecter leur avis et commercialiser. Donc, commercialiser, je pense qu'il y a la qualité de vin, il y a la qualité de étiquette pour nous, pour les consommateurs qui ne connaissent pas beaucoup le vin, qui est très important parce que l'étiquette, c'est avec gravure, une étiquette simple, tout ça, ça marche pas mal. Donc, à la deuxième moitié de l'année, je pense que c'est la relance progressive. Et je pense que de côté, en France aussi, moi, je suis au sud, j'habite au sud, près de Montpellier, mais je pense qu'il y a pas mal de familles qui n'ont pas... Parce qu'il me semble il y a pas mal de cavistes qui ne sont pas ouverts et du coup, le déconfinement, ça peut être une relâche de pression et d'aller voir des amis, quelques rencontres et c'est l'occasion aussi pour la vente de vin, consommation. Ou remonter le stock ou alors remonter le stock qu'ils ont descendu pendant le confinement. Parce qu'apparemment, avec les apéritifs virtuels, certaines familles. Moi, j'ai des familles qui consomment régulièrement. Wan Chun, vous habitez. Ah, pardon, Maxime. Il y en a qui consomment pas mal, là. Micha, ça va Micha, oui, il consomme. Ouais. T'as resservi. L'expression. L'expression, oui. La deuxième fois, l'expression. Qu'est-ce que c'est le device que tu as connecté, là?
Ça, c'est quelque chose, ça, c'est comme une decanter, mais pour un verre. Ok. Mais quand on se resserre, ça fait plusieurs verres. Hein. Et en fait, on n'a jamais utilisé, mais c'était. On a dit pourquoi pas de user pour la dégustation parce que normalement, on a le decanter pour les bouteilles entières, mais on a fait un expériment pour user ça cette fois. Mais ça donne plus d'oxygène. Magnifique. Et je ne sais pas si ça c'est fait un joli device. une différence, mais on va essayer en fait. Et le chat, il aime bien le vin aussi? Oui, oh oui. Super. Et Wanshun, tu habites en Chine? Tu es en Chine ou tu es toujours en France? Tu es en Je Chine? suis en France. Ah, tu es en France? De Montpellier. Donc, tu exportes les vins de Benoît et d'autres vins, je suppose, Oui. mais basés en France et pas en Chine. C'est plus facile, oui, je suppose. Oui. Bah, déjà, je suis dans la région viticole de Languedoc-Roussillon. Et je suis tout près un petit peu loin de de Valréas, quand même, mais bon. Je suis à 1 heure seulement. Ah, 1 heure, ok, ça va. Ouais, donc ça va. Bien. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur les vins pendant qu'on a encore Benoît, Pascal et Wanshun avec nous? Non, le problème pour les gens comme moi qui sont seuls en confinement, c'est que j'ai ouvert 3 bouteilles. Comment les terminer? On ne va pas les terminer ce soir. Donc, quel est le… Pas Thomas, hein? Nous et Thomas, nous sommes des voisins en fait. On peut partager. Donc, Misha, Brown et moi, on est voisins. Donc, on va aller faire une dégustation non confinée. Mais on habite en Angleterre, c'est un peu plus libéral, on a le droit. Après 1 mois et demi tout seul à la maison, j'ai envie de sortir. Dans le jardin, en bas de chez nous, on va faire ça tout à l'heure avec des masques. Moi, j'ai des masques, donc je vais porter un masque. Il faut l'enlever avant de boire, le masque. Oui. Bon, super. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller à nous contacter. Après, si vous avez quelque chose qui vous a plu et dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à nous recontacter. On vous répondra avec plaisir. On pourra aussi être en contact avec Benoît pour si vous voulez aller déguster sur place directement. N'hésitez pas à aller sur le site de Winefunding pour voir. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Sur le site, on voit lorsque vous êtes sur le site de Winefunding, vous voyez que la campagne de collecte de fonds qui est sous forme de prêt avec intérêt en vin. Donc, vous placez de l'argent et vous récupérez cet argent. Et les intérêts sont payés en vin à hauteur de à peu près pratiquement 8%. Et donc, vous avez ce projet qui est encore en cours de collecte. Et vous avez tous les détails ici avec une vidéo. On présente le vin, on présente les différentes le terroir, etc. Vous prenez tranquillement le temps de lire tout ça. Et vous avez aussi une présentation de l'équipe, des terroirs et de la gamme. Là, on a dégusté dans l'ordre d'abord éclat, ensuite expression et au galet. Mais je vous invite également à déguster les autres cuvées. Pardon, excusez-moi. Le rosé qui est délicieux et croquant de fruits, et l'autre rouge, Valréas, qui n'est pas en cru, mais qui est très réussi sur le dernier millésime. Moi, je l'ai très bien goûté la dernière fois qu'on s'est vu au salon à Wine Paris. Vraiment très, très réussi sur le dernier millésime. Je vous encourage à découvrir toute la gamme et donc à aller sur le site pour comprendre et comment fonctionnent les différentes formules. Là, vous les voyez ici. N'hésitez pas à y aller et à nous contacter sur Winefunding. Voilà. J'ai une dernière question, Maxime, pour toi. Je crois que je me suis fait piéger. Le fond d'écran, est-ce que tu es dehors en ce moment ou est-ce que c'est un fond d'écran digital? Si c'est un fond d'écran digital, tu es quand même gonflé, si je peux me permettre. Oui, non, bien sûr. Je suis confiné. Moi, et je fais semblant. Okay. La maison derrière, c'est le château Mon Plaisir. Ah, waouh, magnifique, oui. bravo. C'est très à propos. On espère, Benoît, pouvoir venir vous voir dès qu'on aura le droit de voyager depuis Londres avec Misha, Brownie, et on espère vous voir peut-être à l'automne, après
après les vendanges. Je ne sais pas quand un moment qui est opportun pour vous, mais on serait ravis de découvrir votre domaine. Voilà. Avec grand plaisir. Sachez que Merci. nous accueillons pour les vendanges. Maintenant, traditionnellement, ça fait plusieurs années que ça se passe comme ça, des clients. Nous avons une grande partie de nos vendangeurs qui sont des adeptes de nos vins et qui trouvent du plaisir à venir nous épauler pour les vendanges. On les héberge, on les nourrit, on leur... super. Chaque soir, il y a un joli dîner. Hein. Chaque soir. Ouais, je sais. Bon, écoutez, Benoît, je pense que c'est quelque chose que j'avais dans ma petite tête quelque part. Et là, c'est l'argument béton, là. Ok, on t'attend. En plus, faut monter des côtes et tout. C'est sportif, hein, mais ça serait... Ah, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne idée d'aller faire les vendanges à Château Mon-Plaisir. Voilà, bah, ceux qui veulent prendre rendez-vous pour les vendanges, Château Mon-Plaisir, d'ici là, on aura le droit quand même de se déplacer. Il y aura des vendanges à Château Mon-Plaisir en 2020. Oui, voilà. En plus, si tu as des bras, en plus, il faut quand même ramasser. On vous apprend comment couper. Et ceci dit, il y a une autre chose qui est délicieuse et que nous ont fait découvrir Benoît et Eugénie. C'est l'huile d'olive de Monsieur Bernard. Ah. Désespérée, j'arrive au bout de mon bidon de 2 litres. Ça fait partie aussi de nos tourismes et Benoît et Eugénie ont su faire découvrir aussi les produits de leurs amis pendant la dégustation. On est tombé en pamoison devant les olives. Et on a fait une descente chez Monsieur Bernard et on est reparti avec des litres d'huile d'olive. Délicieuse. C'est vrai qu'on n'est pas loin du bassin de Nyons-Valréas, là, qui est la capitale de l'olive. Mais c'est juste une tuerie. C'était pour la petite histoire, pour donner encore plus envie aux Londoniens de traverser le Channel. Rendez-vous à tous pour les vendanges à Mon-Plaisir. Merci d'avoir participé à cette dégustation. Profitez bien des bouteilles pendant les jours qui viennent. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout finir. Soyez raisonnable. Prenez quelques jours pour les déguster. Et vous verrez en plus qu'elles évoluent différemment. Vous pouvez vous servir un petit verre d'éclat, un petit verre d'expression, un petit verre de haut galet. Et chaque jour, comme ça, vous voyez des vins qui évoluent. Je pense que ça va être super intéressant. Merci beaucoup à tous. Merci Benoît, Eugénie, merci Pascal, merci Wanchun d'avoir passé ce temps-là avec nous pour raconter comment vous faites le vin, comment vous le commercialisez. Ça, c'est toujours très intéressant, je pense, pour les amateurs de vin de bien comprendre comment ça se fait. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On aura une autre dégustation confinée. Cette fois-ci, on sera du côté de Saint-Émilion. On change d'endroit et on vous fait découvrir d'autres royaumes. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Salut, merci. Merci à tous. Bonne vendange.